Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce live monitoring, live de 45 minutes à destination de nos clients, des porteurs de parts. C'est le second live que l'on fait cette année. On a revu un petit peu le format avec des invités aujourd'hui on essaiera de maintenir ce format pour l'année 2023 également. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Je suis accompagné de Virginie Valu, directrice de la recherche et de l'ISR au sein de la Française. Virginie, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être là. Et de Lara Ragonce, ingénieure patrimoniale chez MoneyOne.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Lara, bonjour les filles. Alors, le thème d'aujourd'hui, rentrée chargée, notamment sur la classe d'actifs immobilières. On l'entend sur toutes les lèvres, la hausse des taux, conséquence justement de l'inflation. On va regarder avec Virginie, tout simplement quel est l'impact justement de cette hausse des taux sur la classe d'actifs immobilières. Dans un second temps, on regardera avec Lara l'intérêt patrimonial de deux options que vous retrouvez sur votre espace client. Et je terminerai l'intervention avec les nouveautés que vous allez retrouver sur MoneyOne.fr. Avant de laisser la parole à Virginie, n'oubliez pas que ce live est interactif, que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et on tâchera d'y répondre en fin d'intervention. Virginie, dans le vif du sujet, je le disais en introduction, la hausse des taux, conséquence directe justement d'un niveau d'inflation qui est très élevé aujourd'hui. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle pour la classe d'actifs. Qu'en est-il pour les SCPI et notamment les SCPI de la Française que vous retrouvez sur MoneyOne.fr? Merci de me poser la question, Antoine. Et effectivement, l'environnement macroéconomique actuel est marqué par deux éléments. La hausse de l'inflation et la hausse des taux. Si vous me permettez de faire juste un petit retour en arrière, fin 2019, donc avant la crise du Covid, l'environnement macroéconomique était marqué par une inflation très basse et des taux très bas et donc des liquidités abondantes. Arrive la crise du Covid qui désorganise les chaînes d'approvisionnement et donc qui provoque des tensions inflationnistes. Se superpose à cela la guerre en Ukraine qui va faire exploser l'inflation et qui va surtout l'inscrire de manière durable dans l'environnement macroéconomique. D'accord. Face à cet environnement inflationniste, les banques centrales doivent arrêter leur politique monétaire accommodante et vont donc resserrer les conditions de financement, ce qui va provoquer une hausse des taux sans risque et des taux de rendement en général. Si on part au fondement, c'est-à-dire à qu'est-ce qui constitue le prix d'un actif immobilier. Comme vous pouvez le voir sur la slide, le prix, c'est un revenu locatif divisé par un taux de rendement immobilier. Ce qui veut dire que si on a une croissance du revenu locatif, on a une hausse du prix. Donc c'est une bonne nouvelle. En revanche, si on a une hausse du taux de rendement immobilier, comme le taux de rendement immobilier est au dénominateur, ça veut dire qu'une hausse du taux de rendement immobilier se traduit par une baisse du prix. Donc commençons par regarder par quel mécanisme l'inflation va se transmettre au revenu locatif des actifs immobiliers. Les loyers, comme vous le savez, sont indexés sur des indices de loyer qui eux-mêmes sont très corrélés à l'inflation. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Vous avez l'inflation qui est la courbe bleue et l'ILAT qui est l'indice d'indexation des loyers tertiaires, donc des loyers bureaux et des loyers logistiques principalement, qui est corrélé. Corrélé, ça veut dire que vous voyez que l'évolution est exactement la même. Ce qui veut dire que l'environnement inflationniste est très porteur pour les actifs immobiliers puisque systématiquement, j'allais dire de manière automatique, les revenus locatifs vont croître dans la même proportion que l'inflation. Si on fait un petit point d'étape à fin juin 2022, qui est le dernier indice connu, on avait une hausse des indices de 5,3%, ce qui veut dire que les loyers ont augmenté automatiquement de 5,3%, ce qui veut dire que les prix ont augmenté de 5,3%. En revanche, en face de cela, il faut mettre la réponse de la BCE qui a donc été une augmentation des taux sans risque. Et vous voyez que sur le graphique de droite, vous voyez que les taux de rendement immobilier, qui sont en bleu sur le graphique de droite, ont un lien avec les taux sans risque qui sont l'OAT 10 ans. Techniquement parlant, quand vous investissez
dans un actif immobilier, c'est un actif risqué. Donc un investisseur qui va sur cette classe d'actifs va demander un rendement additionnel. Et ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est que l'écart entre le taux de rendement immobilier et le taux sans risque s'est amenuisé à un niveau où on considère que l'investisseur n'est plus suffisamment rémunéré. Ce qui veut dire que la hausse des taux sans risque va provoquer une hausse des taux de rendement immobilier. Et donc tout le jeu, même si c'est pas un jeu, toute la question est de savoir si la hausse des taux sans risque, la hausse des taux de rendement immobilier est compensée par la hausse du revenu locatif. Et donc en moyenne, à la fin septembre 2022, on avait une légère décote de la classe d'actifs immobiliers en France, mais ça c'est une moyenne. On a des poches qui sont extrêmement performantes et qui ont continué à enregistrer des croissances de valeur, et en revanche d'autres segments de marché qui ont commencé à décoter. D'accord, hyper clair. Donc si je peux résumer en 2 mots, positif sur l'inflation parce que corrélation des loyers, Exactement. Négatif sur la hausse des taux parce que prime de risque, directement impacté par cette hausse des taux sans risque. Hyper clair. Justement, dans cet accompagnement justement et la corrélation des loyers par rapport à ce niveau d'inflation, j'imagine qu'il y a une stratégie pour avoir des actifs qui sont ce que vous appelez dans votre jargon prime, c'est-à-dire bien situés, avec totalement aux normes et qui répondent aux usages d'aujourd'hui, qui permettent d'y mettre un locataire prime en capacité d'encaisser une hausse des loyers. Quelle est la stratégie aujourd'hui que vous avez au sein de la Française dans la sélectivité des actifs et justement pour, une fois de plus, on le sait, la SCPI, la première promesse, c'est le rendement et le loyer sur le long terme. Comment vous faites justement pour accompagner cette hausse des loyers à travers des actifs que j'imagine que vous choisissez de manière très pointue et des locataires qui sont à l'intérieur? Alors effectivement, comme tu le dis, le rôle du gérant d'un fonds immobilier, ça va être de maximiser effectivement la croissance des revenus locatifs et de minimiser l'impact négatif du taux de rendement. Donc pour minimiser l'impact du taux de rendement, là on est complètement en phase de sélection des actifs. En fait, il faut acheter les actifs à leur bonne valeur, tout simplement. Il faut faire attention à ne pas les surpayer. D'accord. Et il faut faire attention à bien en avoir inscrit dans les BP tous les travaux éventuellement nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire à la Française, qu'on fait depuis très longtemps. On a des équipes qui sont très bien connectées au marché et donc on anticipe très largement cette hausse des taux dont je vous parlais. Ok. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la nouvelle ère qui s'ouvre, dans la nouvelle ère qui s'ouvre, c'est bien la croissance des revenus locatifs qui va être le principal moteur de la performance des actifs immobiliers. Et donc cette croissance des revenus locatifs, elle peut venir de 3 sources. Elle vient de manière automatique à travers l'indexation des loyers sur l'inflation. Elle peut venir si on investit dans des segments de marché où la demande est supérieure à l'offre. Comme on le sait, une demande supérieure à l'offre, ça exerce une pression haussière sur les prix. Et elle peut venir aussi par une gestion active des actifs, c'est-à-dire qu'on va repositionner en actifs en améliorant les caractéristiques techniques ou environnementales. Très rapidement, si je prends la première source de croissance des revenus locatifs, c'est donc l'indexation automatique sur l'inflation. C'est automatique, mais c'est le rôle de gérant de bien s'assurer que le locataire derrière puisse supporter cette hausse du loyer. Et donc là, ça se fait par un choix, une sélection des locataires. Et dans nos SCPI, on fait bien attention à ce que le locataire ait la capacité financière d'absorber cette hausse des loyers. Ok. La deuxième source de croissance des revenus locatifs, c'est d'investir dans des segments de marché où la demande est supérieure à l'offre. Alors, on pense évidemment à des secteurs avec des fondamentaux très solides. On pense notamment à la santé, où on sait très bien qu'il y a une pénurie d'actifs d'immobilier de santé qui répond aux besoins de la population. On pense aussi aux résidentiels gérés, avec les résidences étudiantes, les résidences services seniors, les co-living, tous ces nouveaux usages où finalement l'offre est extrêmement faible par rapport à la demande qui est en train de s'exprimer. Mais on pense aussi aux bureaux dans les localisations centrales. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris QCA, donc le quartier central des affaires de Paris, a un taux de vacances inférieur à 3%. Or, un taux de vacances à l'équilibre, c'est 6%. Ce qui veut dire que quand vous êtes en 3%, vous êtes en pénurie d'offres et vous avez une demande qui n'arrive pas à trouver immeuble qui correspond à ces usages. Il peut y avoir plusieurs raisons. C'est que
les nouvelles manières d'occuper ces immeubles, enfin, les manières d'occuper ces immeubles sont en train de changer et il y a des nouveaux usages et ces nouveaux usages ne peuvent pas se développer sur tous les immeubles. Ce qui veut dire qu'on va aller chercher, et là je fais le lien avec ma troisième source de croissance locative, on va aller chercher des immeubles qui correspondent bien aux nouveaux usages, c'est-à-dire des immeubles qui ont des caractéristiques techniques particulières et qui peuvent permettre ce déploiement des nouveaux usages. Un dernier chiffre et après j'arrête, sur le parc immobilier de bureaux, il faut garder en tête que le taux de rotation, c'est-à-dire le taux de renouvellement, est de 1% par an. D'accord. Ce qui veut dire, à contrario, que 75% des personnes qui travaillent dans des bureaux qui ont plus de 25 ans d'âge. Okay. Et donc, on constate bien que la demande sur ce type de bureau, elle est très faible et qu'elle se concentre complètement sur ces 25% d'offres qui permettent de répondre aux demandes actuelles. Ouais, hyper intéressant. C'est un chiffre qu'on aurait eu du mal à l'imaginer en sortie de Covid. 3% de vacances, quand on nous disait c'est la fin des SCPI de bureau, le télétravail va totalement annuler ça. La réponse, une fois de plus, est non aujourd'hui. On avait quelques exemples justement d'actifs au sein des SCPI pour illustrer eh bien, tes propos. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots? Le cybercampus notamment, qui, je crois, résume tout ce que tu viens de dire, entre la pérennité du loyer et un immeuble totalement eh bien, aux normes et adapté aux nouveaux usages. Je crois qu'on est pile poil dans ce que tu viens d'illustrer. Effectivement, ça c'est une des dernières acquisitions de la Française REM et on en est très fiers. C'est un immeuble de bureau de 26 000 m², très accessible en transport en commun, qui dans le futur va bénéficier de l'amélioration de l'accessibilité du pôle de la Défense dans le cadre du Grand Paris Express, donc ça, on y est très attaché. Et puis on a un locataire, Cybercampus, qui finalement est l'État, qui a regroupé plein d'entreprises publiques et privées qui sont liées à la cybersécurité, qui est évidemment un secteur d'activité très porteur. Okay. Un dernier point, vous voyez qu'il est loué pour un 9 ans ferme, ce qui nous donne une bonne visibilité sur la fréquence et la distribution des revenus que l'on pourra faire, puisque les revenus locatifs sont assurés sur cette période-là. Sur la durée, oui, effectivement. On avait un autre actif, l'actif Shift. Là encore, on a un actif, comme vous le voyez, extrêmement vert. Peut-être un mot très rapide pour vous rappeler que les questions environnementales et notamment les questions de sobriété énergétique, enfin d'efficacité énergétique des bâtiments, sont au cœur des préoccupations des utilisateurs. Et vous voyez qu'on a un immeuble certifié qui a une efficacité énergétique tout à fait à la pointe de la technologie. Un locataire Nestlé, l'industrie alimentaire, comme vous le savez, elle résiste extrêmement bien à l'environnement actuel. Solidité du locataire, loué pour 10 ans également, pérennité du rendement, c'est c'est la réponse qu'on souhaite donner aux investisseurs. Exactement. C'est ce qui assure une bonne résilience de nos SCPI. Encore une fois, il s'agit d'une poche du marché. Il y a une partie du marché de l'immobilier qui n'aura pas ces mêmes caractéristiques de résilience. Okay. Là, on a un actif à Marseille, ce que vous voyez devant vous, Babel Community. Il est très intéressant au niveau des usages. D'abord, vous voyez qu'architecturalement, il est très beau. Et on a des usages de co-living et de coworking, c'est-à-dire que là, on est complètement dans la nouvelle demande exprimée par les utilisateurs. Il est 100% loué également pour 12 ans et les taux d'occupation frisent le 100%. Et puis un dernier actif dont je voulais vous parler, que je voulais partager avec vous, c'est Médicinal. On a un centre de santé qui est situé à Lyon. Sur ce centre de santé, on a plusieurs médecins qui sont regroupés. Et là, on répond à une demande de nouvelles manières d'exercer la médecine. Vous savez qu'on manque de médecins et l'idée est de leur apporter un cadre sécurisant qui leur permettra à eux de se concentrer sur leurs tâches premières. Et là encore, on a une demande très très forte de la part des médecins pour s'installer sur ces centres de santé avec un bail long terme, 12 ans également. Actif présent dans Avenir Santé, la SCPI qui joue le secteur de la santé que vous retrouvez sur moneyone.fr. Intéressant en termes de diversification, ça vous permet de vous positionner sur une SCPI qui est entre guillemets éloignée des agrégats économiques du secteur tertiaire et donc de pouvoir diversifier vos investissements sur une thématique très précise.
Virginie, merci beaucoup. C'était très clair. On a plutôt globalement des bonnes nouvelles sur la SCPI. On en parlait, le Covid, après 2 années de Covid, la SCPI la classe d'actifs SCPI a une fois de plus montré sa résilience et sa capacité à distribuer du rendement. Tu nous as donné plein de chiffres durant ton intervention. Il y en a un également qui est très parlant, 95% de taux d'encaissement des loyers sur les SCPI du secteur tertiaire durant ces années Covid. Donc on voit une fois de plus la capacité à travers, et ça illustre très bien, à travers des locataires de renom capables justement de délivrer un loyer quand il y a de l'inflation ou quand on n'utilise pas non plus les locaux. Et donc, une fois de plus, dans une optique de pérenniser le rendement et de délivrer de la performance aux associés. Et donc, quand on regarde dans le contexte actuel également, une inflation, une hausse des taux, malgré tout bien gérée par la société de gestion, ce qui devrait permettre, et ça c'est également une bonne nouvelle, de maintenir les rendements qui étaient annoncés au début de l'année 2022, et sur la gamme de MoneyOne, entre 4,20 et 5,20 en fonction des différentes SCPI. Virginie, merci beaucoup. Seconde partie qu'on va aborder dorénavant avec Lara. L'idée aujourd'hui est de décrypter avec toi la mise en place de 2 options qui ont vraiment du sens patrimonialement parlant pour les clients de MoneyOne, à savoir le versement programmé et le réinvestissement du coupon. Tout à fait, Antoine. Donc MoneyOne continue d'innover en rendant plus que jamais l'épargne immobilière simple, flexible et accessible à tous, en mettant en place cette épargne programmée. Donc l'épargne programmée, c'est très simple, c'est simple comme bonjour. En effet, jusqu'alors, vous étiez contraint d'investir une somme précise qui correspondait à un nombre de parts multiplié par le prix de la SCPI choisie. Désormais, vous pouvez librement choisir le montant que vous souhaitez souscrire, au-delà d'un minimum qui varie selon les SCPI. Et vous pouvez ainsi vous affranchir de toute notion de nombre de parts et de valeur de parts. Alors, quelle forme va prendre cette épargne programmée ? Elle va prendre la forme d'un versement programmé, comme tu l'as dit, et du réinvestissement de distribution. Exactement pareil que dans un contrat d'assurance vie. Comment on peut y souscrire ? Alors, c'est pas plus compliqué qu'un abonnement à un opérateur téléphonique ou à vidéo à la demande. Vous pouvez très bien le faire depuis votre canapé. Il vous suffit donc, si c'est pour la première fois que vous souscrivez à une SCPI, de regarder dans votre bulletin de souscription, on met en place les 2 options. Vous avez mon versement programmé et réinvestir mes revenus de SCPI. Et bien entendu, pour les clients qui n'auraient pas encore eu la possibilité de mettre en place ces 2 options, il n'est pas du tout trop tard. Vous pouvez aller sur votre tableau de bord et en dessous de chacune de vos SCPI, vous aurez l'option « Activer mon versement programmé » et « Activer mon réinvestissement de distribution ». Donc, une fois que ces options sont mises en place, il n'y a plus aucune démarche du tout à effectuer. Donc là, l'épargne programmée, c'est simple, mais c'est également très flexible. En effet, ces 2 options, vous pouvez les choisir cumulativement ou de façon indépendante et bien entendu, changer d'avis quand vous le souhaitez. Donc, c'est vous qui décidez de tout. En ce qui concerne les versements programmés, vous décidez du montant que vous souhaitez investir avec un minimum de 20 € par mois et une part de 203 €. C'est vous qui décidez du rythme auquel vous souhaitez investir. Est-ce que vous souhaitez du mensuel, bimestriel, trimestriel ou même semestriel ? Et enfin, bien entendu, c'est vous qui allez choisir la SCPI sur laquelle vous souhaitez investir. En ce qui concerne le versement de distribution, c'est exactement la même chose. C'est vous qui décidez combien vous souhaitez réinvestir de revenus entre 25 et 100%. Alors juste une petite attention à ce niveau-là, c'est que réinvestissement de distribution ne veut pas dire que vous allez être exonéré de l'impôt sur le revenu. En effet, vous aurez tout de même, en fonction de votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%, à les payer sur le montant des revenus que vous allez toucher. Alors, l'épargne programmée, c'est simple, c'est flexible, mais ça ne veut pas dire du tout sans risque. En effet, la SCPI n'est pas garantie en capital. La durée d'investissement recommandée est toujours la même, elle est de 9 ans. Et les revenus, bien entendu, peuvent varier à la baisse comme à la hausse.
hyper clair, Lara. Et effectivement, merci pour la mise en garde. Elle est également nécessaire. Ces deux options, concrètement, elles s'adressent à qui? Alors, comme je l'expliquais, l'épargne programmée, c'est simple, c'est flexible et c'est accessible à tous. C'est-à-dire que ça répond à énormément de situations. Que vous soyez célibataire ou marié, que vous ayez déjà un capital immobilier ou non, ou que vous soyez déjà propriétaire ou non de votre résidence principale, ces deux options peuvent vous intéresser. Donc, je vais illustrer mes propos avec deux exemples. Donc, le premier exemple, vous êtes un jeune actif qui démarre dans la vie, vous avez déjà une épargne de précaution, et vous souhaitez constituer un capital immobilier. Donc, il vous suffit, comme je vous l'ai indiqué, depuis votre canapé, d'aller sur MoneyOne, de souscrire pour la première fois à une SCPI. Donc, cette personne, vous pouvez donc décider d'investir 500 € minimum et de mettre en place un versement programmé de 50 € par mois. Au bout de 5 ans, vous serez constitué un capital immobilier d'à peu près 4 000 €. À ce moment-là, vous avez peut-être une évolution professionnelle et vous décidez d'augmenter vos versements programmés. Donc, rien de plus simple. Vous accédez à votre tableau de bord, à votre SCPI et vous demandez le changement de 50 à 100 €. Et vous rajoutez la deuxième option parce que vous vous dites que vous avez moins besoin de revenus à ce moment-là et vous réinvestissez 50% de vos revenus. Au bout de 5 ans, vous serez donc constitué un capital immobilier d'environ 11 000 €. Second exemple, vous êtes cette fois-ci un couple marié, vous avez une quarantaine d'années, vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et vous souhaitez préparer votre retraite avec des revenus complémentaires dans 20 ans. Vous avez 150 € par mois à investir. Vous vous posez la question, est-ce que vous allez simplement mettre en place le versement programmé ou vous allez mettre les deux options en place? Donc si vous décidez de mettre simplement le versement programmé en place, vous allez vous retrouver avec un capital immobilier d'environ 36 000 €. Ces 36 000 €, si on part du taux de rendement aujourd'hui de 4,45 % dans 20 ans, ça vous rapportera un revenu complémentaire de 1 600 €. Alors que si vous aviez mis en place la deuxième option qui est le réinvestissement de distribution, vous vous retrouviez avec un capital immobilier aux alentours de 57 000 € et vous vous retrouviez donc avec un revenu complémentaire de 2 500 €. On voit quand même la différence entre une option ou cumuler les deux options. Ouais, hyper parlant. Merci beaucoup Lara. Effectivement, le dernier exemple que tu viens de nous présenter s'illustre par lui-même dans le résultat justement de son investissement. Je rappelle que ces deux options sont exclusives de manière digitale sur MoneyOne, sur moneyone.fr et qu'elles permettent aujourd'hui de répondre, eh bien, quand on parle de versement programmé, à une capacité de capitalisation à terme, eh bien, de manière plus rapide. Et le réinvestissement du coupon, évidemment, c'est continuer son effort d'épargne sans avoir, entre guillemets, d'argent à ressortir de son budget mensuel. Donc merci beaucoup pour ton intervention et cet éclairage. Avant de passer aux questions, je vais vous parler des dernières nouveautés que vous allez retrouver sur moneyone.fr. Alors vous le savez, MoneyOne, c'est en 2016 le pionnier de la digitalisation du parcours de souscription SCPI en pleine propriété. On a également accompagné ce dispositif du crédit. On l'a récemment accompagné de l'assurance vie. Il nous manquait un volet digital qui est le démembrement de propriété. Et donc c'est une option qui va voir le jour sur moneyone.fr avant la fin de l'année. Peut-être que avant de continuer, Lara, en tant qu'ingénieur patrimonial, tu peux nous rappeler ce qu'est le démembrement de propriété. Oui, tout à fait. Le démembrement temporaire de propriété, c'est un contrat à durée déterminée entre un usufruitier et un nu propriétaire. Donc l'intérêt pour l'usufruitier, ce qui est souvent une personne morale soumise à l'IS, c'est d'investir sa trésorerie en achetant un usufruit qui est décoté et également de pouvoir amortir cet usufruit qui est considéré comme un bien immobilier au sein de la structure. C'est intéressant également pour les nus propriétaires qui sont souvent des personnes physiques parce qu'elles ont également accès à des parts de SCPI à un prix décoté. Pendant toute la durée du démembrement, vu qu'elles ne touchent pas de revenus, elles ne payent ni impôt sur le revenu et elles ne sont pas soumises non plus à l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, une fois que l'usufruit est éteint, ça va retourner au niveau du nu propriétaire qui va redevenir plein propriétaire des parts de SCPI et c'est à ce moment-là qu'il pourra toucher un revenu complémentaire et c'est bien sûr à ce moment-là qu'il
qu'il paiera l'impôt sur le revenu en conséquence. Ok, super. Très clair, une fois de plus. Et donc, c'est une option que vous retrouverez sur moneyone.fr d'ici la fin de l'année. Deuxième nouveauté qui a déjà vu le jour et que je vous invite à télécharger de manière très rapidement. On est très fiers de lancer notre application mobile. On est un site web. Il nous manquait un volet d'accessibilité. C'est l'application mobile. C'est dorénavant chose faite. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger sur toutes vos plateformes, Apple, Android. Et cette application mobile, une fois de plus, un service que l'on offre à nos clients et qui va vous permettre d'avoir une vue sur le portefeuille que vous avez constitué, de suivre le montant des revenus perçus, d'être informé sur les revenus qui sont à venir. Et il y aura également des tas d'autres options. Je ne vais pas toutes les dévoiler aujourd'hui. Je vous invite à télécharger l'application pour vous faire vous-même une idée et découvrir l'ensemble des fonctionnalités qu'on y a prévues. Cette application mobile est une première version. Elle est, entre guillemets, consultative. On va vous donner des tas de contenus vous permettant de découvrir les SCPI, ce qui la compose, etc. Et on a évidemment un souhait à terme d'y ajouter des fonctionnalités comme la transaction, par exemple. Merci, mesdames, de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était un plaisir. J'espère que c'était un plaisir également pour vous. Et on peut dorénavant passer aux questions. Alors, beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter. En tout cas, on a vos adresses mail, donc rassurez-vous. Si les questions qui ne pourront pas justement être traitées, on vous enverra une réponse par email. Alors, la première question de Sébastien. SCPI à crédit, est-ce toujours intéressant? Effectivement, on l'a abordé. Hausse des taux sur les taux sans risque. Donc, ça a effectivement un impact sur les taux de crédit. Une fois de plus, la SCPI, c'est de l'immobilier comme un appartement. Un appartement, on peut l'acheter à crédit. La SCPI, c'est pareil. En plus, vous avez notre partenaire bancaire sur moneyone.fr, qui est Monabank, qui finance 100% de la gamme. Donc, c'est assez pratique pour vous. Est-ce toujours intéressant? Il faut rappeler que le premier objectif que l'on a quand on achète de la SCPI à crédit, c'est bien de capitaliser sur la durée. Et donc, cette capacité justement de se faire financer un capital que vous allez vous constituer sur la durée n'est pas effacée de par la hausse des taux. Ce qui va avoir un impact justement pour l'investisseur, c'est l'effort d'épargne que vous allez devoir mettre en place. Effectivement, quand j'empruntais à 1% avec un revenu à 4,5, j'avais un effort d'épargne qui était ridicule puisque la SCPI délivrait un rendement. Et ce rendement pouvait venir compenser ou voire totalement gommer en fonction de votre apport le coût de votre crédit. Aujourd'hui, on est dans une situation où le coût du crédit va coûter un petit peu plus cher et le rendement des SCPI, lui, comme l'a expliqué Virginie, il y aura un peu d'inertie, mais dans la durée, une fois de plus, on peut avoir une augmentation du rendement. Donc à l'instant T, si on met en place un crédit aujourd'hui en novembre sur de la SCPI, ça va demander un effort d'épargne un petit peu plus conséquent, mais ça n'enlève pas l'intérêt aujourd'hui de se faire financer des SCPI à crédit. Seconde question de Marc Lefort. Peut-on créer un compte MoneyOne pour ses enfants? Alors, vous pouvez totalement le faire. C'est un compte que vous allez vous créer en tant que parent et ensuite vous allez souscrire au produit pour le compte de vos enfants, tant sur la partie assurance vie que sur la partie SCPI. Notez tout de même que ça demande de mettre en place une double authentification et une double signature pour les parents, pour le compte du mineur. Donc il y a certaines opérations qui se feront encore en papier, mais en tout cas, on est largement en capacité aujourd'hui de créer un compte pour ses enfants et de pouvoir investir pour le compte de vos enfants. C'est d'ailleurs un bon réflexe quand on se compare au livret. Il faut aller chercher un peu de prime de risque. Question de Jean-Louis, elle est peut-être pour toi celle-ci Virginie. Est-ce que Cybercampus Shift Medicina sont logés dans la même SCPI? Alors, je vais commencer par Medicina qui est un actif santé, qui est logé dans notre SCPI santé qui est LF Avenir Santé, dont l'objet est effectivement de s'investir sur de l'immobilier de santé.
et donc ils ne pourraient pas investir sur les autres actifs que sont le Shift et Campus Cyber, qui sont des bureaux. On a plusieurs SCPI dans la gamme LF REM qui peuvent investir dans des bureaux, et c'est justement ce qui fait notre force pour se positionner sur des très gros actifs. Cybercampus et le Shift sont détenus en indivision par plusieurs SCPI, dont LF Grand Paris Patrimoine et Épargne Foncière. Ok. Question de Mathieu, quels sont les locataires des actifs présentés? Alors ça, on l'a abordé. Shift de mémoire, c'est Nestlé. Cybercampus, des entreprises étatiques qui sont dédiées justement à ce secteur d'activité de la cybersécurité. Et Marseille, j'ai un trou. C'est Babel Community, c'est un opérateur de coworking et de co-living. De manière générale, on a des grands groupes sur nos SCPI et des ETP. On a quelques locataires de taille plus modeste qu'on accompagne dans ce cas-là, et qu'on a très largement accompagné pendant le Covid. Et on pense que c'est comme ça qu'on va maintenir la pérennité de la distribution des revenus locatifs. On a une SCPI peut-être à mentionner qui a des locataires de taille un peu intermédiaire, qui est Opportunité Immo, puisque l'objet de l'investissement, ce sont des locaux d'activité, et donc par définition, ce sont des entreprises de plus petite taille. Là encore, on les accompagne dans leur croissance ou en période de difficulté, notamment pendant le Covid. Mais c'est ce qui permet de maintenir le flux locatif sur le long terme. Super. Nouvelle question, arrivé en retard au webinaire, il y aura un replay d'ailleurs, donc pour les retardataires, vous pourrez le regarder chez vous quand vous le souhaitez. Je souhaite connaître quel est le montant net perçu si les montants bruts sont de 4,5 à 5,5%. Alors sur les SCPI de la française, il y a environ 10% de frais de gestion, donc si vous êtes à 5,5, eh bien vous allez avoir un montant net perçu de 5%. N'oubliez pas que sur ce 5%, il y a évidemment l'imposition sur les revenus fonciers, qui c'est propre à votre TMI. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Les rendements que nous vous communiquons, qu'on communique, je vais y arriver, sont nets de ces frais de gestion. Par contre, ils ne sont pas nets de votre fiscalité. Question de Pascal. Quelle est la performance moyenne des SCPI sur les 10 dernières années ? Alors, je vais parler des SCPI que distribue MoneyOne.fr. Pour celles qui sont sur les 10 dernières années, parce qu'on a des nouvelles SCPI qui n'ont pas 10 ans d'existence, donc il faut faire attention également à cela. Mais par exemple, Épargne Foncière, qui est la plus grosse SCPI du marché, 4,5 milliards de capitalisation, c'est ça. Un peu plus. On approche des 5 même maintenant. On a un TRI sur 10 ans qui est de 4,5%. Et sur la SCPI qui est Grand Paris Patrimoine, on est aux alentours de 5% de TRI sur 10 ans. Et sur les SCPI qui sont plus récentes, eh bien, elles collent plus par rapport à l'actualité, à l'environnement économique depuis qu'elles ont été lancées. On est plus sur un ordre de rendement sur les 5 dernières années, entre 3,5% et 4%. Question de Marc Lefort. Quels sont les taux de crédit que vous proposez via Monabank sur 10-15 ans? Alors, c'est une question assez précise. Je vous invite à aller sur moneyone.fr et pour retrouver notre grille de taux, parce que ça va dépendre, 1, de la durée et 2, du montant que vous allez emprunter, qui va dépendre également du montant que vous allez mettre en apport. Donc, ça va varier. On est, si je peux vous donner dans les grandes lignes, en fonction des montants et de la durée, on est entre 2,50 et 3%. Et enfin, une dernière question de Nicolas. Versus les livrets, pourquoi choisir la SCPI? C'est une bonne question qui permet d'aborder 2 thèmes. Premièrement, livret pour moi, et on ne serait-ce enfin pas pour moi, mais pour les conseillers de MoneyOne, en tout cas dans le conseil qu'ils peuvent donner au quotidien, le livret est réservé à votre épargne de précaution. Vous avez besoin d'avoir 5, 10, 15 000 euros de côté parce que vous savez que dans l'année, vous allez avoir à dépenser cet argent. Effectivement, les livrets ont du sens. Laissez-vous une poche de liquidité disponible sur vos livrets pour utiliser justement cette épargne de précaution. Maintenant, quand on choisit d'investir, qui dit investissement dit plus long terme, une fois de plus, SCPI.
objectif d'investissement sur 10 ans. L'assurance vie, si vous voulez bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, on est également sur 8 ans. Donc, qui dit investissement dit durée, dit prise de risque peut-être un petit peu plus assumée justement sur ces produits-là. Et donc, à partir du moment où vous souhaitez investir dans la durée, on ne peut que vous conseiller de vous intéresser à d'autres actifs que les livrets qui, aujourd'hui, reflètent un niveau de taux sans risque, très loin de l'inflation. Donc, une fois de plus, sur la durée, lorsque vous laissez votre argent sur un livret A, il ne reflète pas le taux d'inflation. Donc, in fine, par les jeux de vases communicants, vous perdez de l'argent. Mais ce n'est pas grave, une fois de plus, si c'est de l'épargne de précaution. Si vous souhaitez investir, osez prendre du risque, si je puis dire. Les SCPI, Virginie en parlait tout à l'heure, on a une petite compression de la prime de risque. Mais une fois de plus, dans la durée, l'objectif est d'aller chercher un rendement. Et ce rendement, via la corrélation de l'inflation, devrait justement évoluer positivement dans les années à venir. Donc, intéressez-vous à des supports comme la SCPI ou l'assurance vie quand on est sur la durée et abandonnez les livrets quand vous souhaitez investir. Et si vous souhaitez avoir une petite épargne de précaution, utilisez les livrets. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il est 35, on a tenu le timing. Merci Virginie, merci Lara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous durant le premier trimestre 2023 où on abordera également les sujets du moment. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et un bon appétit. Merci à vous. Merci. Madame. Merci, bonne journée.